Bonjour, dans cette vidéo, nous allons calculer cette intégrale qui est l'intégrale de Gauss, qui parfois prend des formes légèrement différentes. Donc par exemple, elle peut être entre moins l'infini et plus l'infini, auquel cas on multipliera notre résultat par 2 pour obtenir la valeur. Mais il peut y avoir une constante en plus, mais globalement, le raisonnement est toujours le même. Il y a plusieurs méthodes pour calculer cette intégrale. Nous, on va s'intéresser au changement de variable en coordonnées polaires. Et on va commencer par regarder une autre intégrale, ce que j'appelle J, qui semble au départ plus compliquée puisque c'est une intégrale double, donc à 2 variables, alors qu'en fait, elle va nous simplifier la vie. Ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, je regarde cette intégrale, donc exponentielle moins x carré plus y carré, qui prend donc 2 variables, toutes les deux positives, et je dis, grâce au théorème de Fubini-Tonelli, que j'ai le droit, en fait, de considérer deux intégrales distinctes, une sur x et une sur y, et il se trouve que comme elle est séparable, vous voyez que ça c'est en fait un produit de deux exponentielles, ça va me donner la chose suivante, donc l'intégrale exponentielle moins x carré dx multipliée par l'autre intégrale sur y, et vous voyez qu'en fait les variables étant parfaitement muettes ici sont en fait les mêmes intégrales. Donc ça c'est i et ça c'est i aussi, donc j c'est i carré. Du coup, une fois qu'on aura trouvé le résultat de j, ce sera facile de retomber sur i en prenant la racine. Ok, mais pourquoi c'est facile de calculer j, en tout cas plus que i, parce qu'on a accès au théorème de changement de variable. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que nous maintenant, on a un couple xy, qui est par exemple comme ça, donc j'aurai x et y, et on est dans l'espace, hop, ici, dans le plan, on a ce couple-là, donc xy. Et on ne s'intéresse qu'aux valeurs qui sont positives, à la fois du côté de x et du côté de y, c'est-à-dire au premier ortant. Il existe une autre manière de représenter ce même couple qui s'appelle la représentation en coordonnées polaires. Et en fait, au lieu de regarder l'abscisse et l'ordonnée, vous allez regarder d'une part ce qu'on appelle un rayon, donc un rayon qu'on appelle ρ ici, ou parfois r, et d'autre part un angle qu'on appelle généralement θ. Et vous voyez qu'en fait, on va obtenir la même chose, sauf que ici, on aura les coordonnées, donc ρ cosinus de θ et ρ sinus de θ. Voilà, ça on ne va pas le redémontrer dans cette vidéo, ça s'appelle les coordonnées polaires. Vous pouvez aller voir plus de détails à ce sujet. Je vais juste vous rappeler qu'à partir du moment où on ne cherche des valeurs que ici, autant on va prendre ρ positif, c'est-à-dire qu'il peut être n'importe où dans R+, autant θ, on a besoin de le prendre que entre 0 et pi sur 2. Donc si vous vous souvenez du cercle trigonométrique, donc ici vous avez 0 ou 2 pi, ici vous avez pi ou moins pi, et donc hop, pi sur 2 c'est là, moins pi sur 2. Nous on ne s'intéresse qu'à ça, donc on va prendre θ entre 0 et 2 pi. Donc plus formellement, je vais prendre une fonction phi qui va de R+, donc ça c'est pour ρ, fois 0,2 pi, ça c'est pour θ, et hop, et je vais aller dans R+ au carré. Alors, je ne peux même pas valoir 0, donc R+ étoile au carré, c'est-à-dire que les deux valeurs vont être strictement positives. Et je vais donc prendre ρ et θ, et ça va me donner ce que j'ai dit tout à l'heure, le couple ρ cosinus de θ et ρ sinus de θ. Pour appliquer le théorème de changement de variable, il faut montrer que phi est un C1 difféomorphisme. Alors, dans C1 difféomorphisme, il y a deux parties. Hop, difféomorphisme. Il y a C1 et puis il y a difféomorphisme. Donc, le difféomorphisme, c'est l'idée qu'on a une bijection entre l'espace de départ et d'arrivée de phi, enfin que phi est une bijection, et donc il faut aussi qu'elle soit C1, c'est-à-dire que la fonction soit continue et que ses dérivés du premier ordre existent et soient continues aussi. Et par ailleurs, on demande que phi moins 1, donc l'inverse de cette fonction, sa réciproque, soit aussi C1. Donc on va faire ça dans l'ordre. Première chose, on va vérifier que c'est une bijection. Une bijection, ça veut dire qu'à chaque élément de l'espace d'arrivée correspond exactement un élément de l'espace de départ. Donc, moi, je vais prendre... donc, j'ai x et y qui valent
donc rho cosinus θ et rho sinus θ respectivement. Et en fait, je voudrais à partir de là retrouver exactement un seul... je voudrais retrouver rho et θ. Hein, en fait, voilà. Je voudrais pouvoir les exprimer en fonction de x et y et vérifier qu'ils sont bien uniques. Donc, ce que je fais, c'est que je me rappelle que le cosinus carré plus le sinus carré d'un angle, ça vaut toujours 1. Donc je vais utiliser ça pour me simplifier la vie. Donc vous voyez qu'en fait, si je prends x carré plus y carré, ça va me faire donc rho carré cosinus θ carré plus rho carré sinus θ carré. Là, vous factorisez le cosinus, hop, enfin θ devant, hop, et ça, en fait, ça vaut 1. Donc, x carré plus y carré, c'est égal à rho carré. Donc, j'ai déjà trouvé la valeur de rho qui vaut racine de x carré plus y carré. Et comme rho est positif, ça peut être que donc, la valeur positive. Hein. Ça ne peut pas être moins cette racine. Donc, la valeur de rho est unique. Dans R+, c'est parfait. Deuxième chose, nous maintenant, on cherche à vérifier que θ est unique aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va remarquer, donc on va remplacer. On va dire que cosinus de θ, c'est égal à, alors du coup, x sur racine de x carré plus y carré. Et puis, sinus de θ, c'est égal à y sur racine de x carré plus y carré. Et vous voyez que là, vous avez quelque chose qui suffit à dire que θ est unique, puisque vous avez un cosinus qui est défini donc complètement et un sinus qui est défini aussi, les deux dans R+. Donc, vous avez un θ qui est forcément unique. À partir du moment où vous connaissez son cosinus et son sinus, eh bien, θ est unique. Vous l'avez trouvé. Donc, on n'a pas besoin de l'expliciter directement. Vous pourriez, avec arc, tangente, etc. Mais on n'a pas besoin de le faire. On a juste besoin de vérifier que c'est une bijection, voilà, qui est fait. Donc, une fois qu'on sait ça, on a besoin de vérifier que phi est continu et que ses dérivés existent et sont continus. Pour cela, nous allons calculer donc sa matrice des dérivées premières, ce qu'on appelle aussi le jacobien, souvent noté J comme ça. Donc J phi pour rho et θ. Alors ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais les réécrire quelque part. Donc on a phi qui donne, voilà, donc rho cosinus θ et rho sinus θ. Donc, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on dérive par rapport à rho. Donc, par rapport à rho cosinus θ, sa dérivée, c'est cosinus θ. Et par rapport à rho sinus θ, sa dérivée, c'est sinus θ. OK ? Donc, la première colonne de cette matrice, en fait, donc il y en aura deux, c'est une matrice, hop. Cette première colonne, c'est la dérivée donc par rapport à rho. Et dans cette deuxième colonne, je vais dériver maintenant par rapport à θ. Donc, rho cosinus θ, la dérivée, ça va faire moins rho sinus θ. Dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et la dérivée de rho sinus θ, ça va faire rho cosinus θ. Dérivée de sinus, c'est cosinus. Voilà. Donc, on a notre matrice jacobienne. On connaît ces fonctions-là, ces quatre fonctions, il n'y a aucun problème pour dire qu'elles sont continues. Elles existent bien sûr puisqu'on les a trouvées. Et en fait, pour vérifier que donc la troisième chose qu'on doit vérifier, à savoir que la réciproque de phi est aussi C1, on va utiliser un théorème qui s'appelle le théorème des fonctions implicites ou le théorème d'inversion, qui nous dit qu'en fait, il suffit en gros que le déterminant de cette matrice soit non nul, c'est-à-dire que cette matrice soit inversible. Donc on y va. Quel est le déterminant de J rho θ? Donc tout simplement, ça va être, alors vous vous rappelez, donc je multiplie ces deux-là moins la multiplication de ces deux-là, donc ça fait rho cosinus θ carré moins, mais en fait j'ai un autre moins, donc plus rho sinus θ carré, et vous voyez qu'on a le même truc que tout à l'heure, c'est-à-dire que ça fait rho. Ok ? Du coup, j'en viens au théorème de changement de variable lui-même, qui dit la chose suivante. Donc, à partir du moment où vous avez phi, l'intégrale l'intégrale de départ, donc sur r carré
plus, hein, c'était ça, de exponentielle moins x carré plus y carré dx dy, eh bien, je vais maintenant la transformer complètement. Je suis sur mon nouvel espace, donc l'espace qui est R plus multiplié par 0 de pi, hein, c'est ça. Eh bien, de ma fonction, donc, de ma fonction qui est exponentielle moins rho carré, hein, puisque je remplace x carré plus y carré par leur valeur en fonction de rho et θ, et ça on a déjà vu tout à l'heure que c'était égal à rho carré, multiplié par, alors ici il ne faut surtout pas oublier la valeur absolue, multiplié par la valeur absolue du déterminant de la jacobienne qu'on a calculé tout à l'heure. Ok. Oups, c'est moche, pardon. Et là j'ai un d rho dθ. Pardon pour le truc qu'on voit pas très bien. Alors, je vais peut-être le réécrire ici pour que ce soit quand même un peu plus propre. Donc, hop. Voilà, exponentielle moins rho carré. C'est exactement la même chose, hein, c'est juste pour que vous arriviez à lire si jamais c'était pas clair. Alors, l'erreur classique, c'est vraiment d'oublier, soit d'oublier complètement le déterminant ici, soit d'oublier sa valeur absolue. Voilà. Donc ça règle le problème. Maintenant, j'utilise à nouveau le théorème de Fubini-Tonelli qui me dit que j'ai le droit de séparer cette intégrale en fait en deux. Hein, donc, hop, une intégrale sur R+, allez, je vais mettre 0 plus l'infini, une intégrale sur 0, qu'est-ce que j'ai mis 0 de pi, excusez-moi, c'est 0, c'est pi sur 2, c'est pas du tout 2 pi. Hein. Si jamais j'ai mis 2 pi à d'autres endroits, c'est que c'est faux. Est-ce que... Non, c'était bon là-haut, c'est juste là que je m'étais trompée. Ok, donc pi sur 2, hop. Donc 0 pi sur 2, et là j'ai mon hop exponentielle moins rho carré, et le déterminant, tout à l'heure on a dit que le déterminant lui-même valait rho, donc valeur absolue de rho, hop, la valeur absolue s'en va, puisque de toute façon rho il est positif, vous le voyez sur les bornes. Alors, donc il y a des choses qui ne dépendent pas du tout de θ là, c'est-à-dire la totalité en fait, donc je peux les sortir de cette intégrale. Et du coup, qu'est-ce qui reste dans cette intégrale ? Il reste juste 1. Hop. Donc, tout ce qui dépend de θ, c'est juste là. Et ici, j'ai des rho. Vous voyez que j'ai inversé les deux là. Ça, j'ai le droit de le faire grâce au théorème de Fubini-Tonelli à nouveau. Ok. Donc, du coup, ça, qu'est-ce que ça vaut ? Ça vaut pi sur 2. Hein. Donc, je vais sortir cette constante devant. Et ici, il me reste tout simplement à calculer, donc rho exponentielle de moins rho carré d rho. Voilà, et donc vous avez le résultat suivant, ça c'est égal à 1/2 fois exponentielle moins rho carré, c'est la primitive, entre plus l'infini et 0. Et donc ça va tendre vers 0 en plus l'infini. Et en 0, ça vaudra donc 1/2. Et donc, du coup, j'ai une intégrale totale qui vaut pi sur 4. Du coup, on a montré que j était égal à pi sur 4. Or, i, on a dit que c'était égal à racine de j, c'est-à-dire racine de pi sur 2. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions.